Aujourd'hui, dans le podcast MotoX, on reçoit quelqu'un qui a été pas mal important dans ma carrière. Et je vous avertis tout de suite, il y a des fortes chances qu'à la fin du podcast, vous ayez envie de prendre vos valises, votre passeport et de partir en voyage. Pour la Floride, hein, parce qu'on reçoit Éric Perrenard après ceci. Dans le podcast MotoX avec Andréane qui est de retour cette semaine. Ça fait quelques semaines que j'étais absente. Ouais, mais t'avais une bonne raison, là. Ben oui, je m'occupais de bébé qui dort à côté de toi, d'ailleurs, donc ça se peut que... Absolument. On espère qu'elle se réveillera pas. Ah oui, que ton vit une vie dangereuse, on prend des grosses chances, là. Il peut y avoir des cris de bébé. Et ça se peut que tu quittes le plateau comme ça pour t'occuper de notre bébé Alizé 1 mois et demi. On verra. Mais j'espère pouvoir rester jusqu'à la fin parce qu'on a un invité vraiment intéressant aujourd'hui. On est vraiment chanceux aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, Andréane, il faut remercier évidemment les partenaires qui rendent possible le podcast. Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel, Silver Wax et Pantera Motorsports. Et n'oubliez pas la gang, smashez le bouton like, commentez et partagez le podcast au maximum. Ça nous aide beaucoup. Donc voilà. Éric Perrenard, bonjour. Eh bien, bonjour à mes amis québécois. Ravi d'être avec vous. Ben oui. Surtout que moi, je suis en Floride, donc c'est vraiment bien d'être en Floride avec des amis québécois. On serait là, nous aussi, me semble. Oui, détonnant. C'est pas mal. Oui. Comment ça va, Éric? Je t'enverrai des photos. Oui. Mais Éric... Je préférais un billet d'avion. Ouais. Maintenant qu'on peut, il faut revenir vite. Ça nous a manqué, les Québécois, pendant 1 an et demi. Il faut en profiter. Mais Éric, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Les vrais hardcore fans de motocross savent un peu ce que tu fais dans le milieu de la moto, des événements. Il y a peut-être des gens qui te connaissent un peu moins personnellement. Ça fait longtemps qu'on se connaît et je suis bien content de t'avoir au podcast. T'évolues dans le milieu de la promotion événementielle, consultation aussi pour des grosses entreprises de la moto. Ça plein de trucs vraiment, vraiment intéressants pour du monde de moto comme nous, là, tout le monde qui nous écoute. Là. C'est vraiment un job de rêve que tu as finalement de travailler avec toutes ces entreprises-là. Là, donc. Oui, c'est vrai que je me suis créé une carrière de rêve. Comme je dis toujours, quand j'étais teenager, j'avais 2 choses en ma tête, c'était d'être dans la moto et d'être en Amérique du Nord. Donc, voilà. Donc, au moins, ces 2 choses-là ont été réglées. Je suis parti de France très, très jeune, dès que j'ai pu me le permettre. Et j'ai atterri à Montréal je crois, en 1979, en étant, je devais avoir 17 ans, quelque chose comme ça. Et le rêve a commencé là. L'épopée a commencé là. Pourquoi Montréal? C'est ce que j'allais demander. Oui, c'est pourquoi Montréal? C'est simple, parce que mon père était professionnel de hockey. Donc, j'ai grandi dans une maison où les Québécois étaient toujours les bienvenus. Donc, on avait toujours beaucoup d'amis au Québec et il y avait toujours des Québécois qui traînaient à la maison entre 2 matchs de hockey en France. Donc, voilà ma connexion, ma connexion québécoise était avec le hockey sur glace et non pas la moto. Néanmoins, moi, je suis venu pour la moto. Ça a commencé tout de suite. Après, j'ai enchaîné sur suivre les courses de la Trans-EME, la Trans-Ama. J'ai été voir toutes les courses qu'il y avait autour de Montréal. J'ai traîné pendant 6 mois en Amérique du Nord et je suis reparti en France faire du business avant de revenir m'installer définitivement en 1985. Donc, il y a 36 ans que je suis nord-américain. Wow. Voilà. Wow, très, très cool. Et quand tu es revenu en Amérique du Nord, est-ce que tu es revenu à Montréal ou tu es allé tout de suite aux États-Unis? Comment ça Non, tout de suite, j'ai apprécié énormément le Canada jusqu'au mois de novembre. Après, passer de mois de novembre, c'était un peu plus difficile pour moi. Et je me suis rappelé de ça il y a 5-6 ans quand la société Gestev m'a invité à venir les visiter
pour préparer le Supercross de Montréal, le retour au Supercross de Montréal. Ils m'ont demandé de venir les voir au mois de janvier à Québec et j'ai pu me rendre compte que c'était brutal. Je crois que je suis sorti des avions, il faisait moins 36 et c'était une vague de froid. Et vous avez du courage des fois pendant l'hiver, hein, on va le dire. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui vont en Floride l'hiver ou dans le sud. Hein? Exactement. Donc, donc je sais, j'ai beaucoup de respect pour le Québec et son climat. Je veux juste dire que c'est sûr qu'à la fin du podcast, je vais achaler mon chum pour qu'on aille en Floride. Je commence déjà là, à le travailler pour qu'on parte cet hiver au chaud. Moi, j'aime ça quand il y a des palmiers. Moi, s'il y a des palmiers, habituellement, la température vient avec. Je suis heureuse. Tu verrais la rue devant chez moi. Là, je t'enverrai une photo parce que j'ai des très, très beaux palmiers. Bon, j'aime ça. Mais là, Éric, on n'est pas ici pour parler de palmiers et de plages. Non, désolé, on est ici pour parler de moto. Exactement. Et là, je veux qu'on rentre dans le sujet. Là, les événements sur lesquels tu as travaillé, comment ça a commencé? Je sais, moi, personnellement, l'événement qui t'a mis sur la map, c'est vraiment les US Open, là, de Supercross. Explique un peu comment ça a commencé. Ça a commencé que j'étais un des premiers Européens à venir m'installer aux États-Unis. De ce fait-là, en étant dans la moto, dans le motocross, j'ai tout de suite été contacté par pas mal de gens qui voulaient que je les aide à organiser des courses en Europe. Et ayant la connexion, les connexions qu'il fallait avoir. Donc, je me suis retrouvé avec le Supercross de Paris depuis 33 ans que je travaille avec eux. Ça a enchaîné sur Supercross de Genève qu'on a eu l'occasion de faire ensemble. Puis d'autres courses qui n'ont pas eu autant de succès, comme Supercross à Milan, à Turin, à Barcelone, à Sofia, pour parler de l'Europe, et puis des courses ailleurs, comme à Hawaï, comme en Australie. Enfin, ça fait boule de neige. Quand on fait du boulot, c'est comme un pilote qui fait parler de lui. D'un seul coup, tout le monde sait où le trouver. Ouais. Donc, je me suis trouvé très rapidement dans un cercle de courses internationales qui était génial. Et j'ai eu la chance de travailler avec tous les meilleurs pilotes du monde à multiples reprises et souvent sont venus des amis comme toi. Concrètement, vas-y. Moi, je suis curieuse de savoir concrètement à quoi consiste ton travail. C'est toi qui recrutes les pilotes? Tu travailles au niveau de plus la gestion, l'organisation de l'événement, la piste, les horaires, les billets? Je comprends tout à fait tes questions et c'est vraiment à la carte. Si tu veux, c'est vraiment à la carte. Je peux être embauché pour faire un événement et m'occuper de tout, ou juste du sportif, ou généralement ma spécialité elle est plus sportive, mais mon expérience de promoteur moi-même, parce que j'ai organisé beaucoup d'événements moi-même, font que je suis capable de sélectionner un stade, d'évaluer les coûts de production, la construction de la piste. Je le fais pas, mais je sais je connais les gens qui peuvent le faire. Donc tous les coûts, c'est vraiment une situation de production. Mais à côté de ça, j'ai toujours gardé les pieds sur terre, parce que comme on le sait très bien, tout ce qui est compétition, c'est un petit peu volatile. J'ai en parallèle créé des business. J'avais plusieurs concessions de moto aux États-Unis, concessions de moto à Las Vegas, en Floride, et c'est ça qui m'a permis de me développer, plus devenir consultant pour les grosses entreprises. Parce que quand tu as fonctionné dans un système où tu es capable d'organiser une course, mais aussi de faire fonctionner une concession de moto, tu gagnes en crédibilité. Mm-hmm. Le côté compétition est toujours un petit peu ludique, alors que le côté business, ça l'est moins. Donc, surtout dans les villes que tu as nommées tout à l'heure, Bon, c'est sûr, Paris, Las Vegas, Milan et tout, c'est quand même des grosses villes qui, pour nous ici au Québec, ça fait quand même rêver. Donc, j'imagine que ça apporte peut-être une certaine crédibilité en quelque part, plus que si tu m'avais dit Yamachiche, Natashquan, Shawinigan Sud, ça n'a rien enlevé à ces villes-là, mais c'est un peu moins exotique, on va le dire de même. Et puis, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que il y a une quinzaine d'années, ESPN m'a embauché comme étant le producteur des X Games de moto. Donc ça, c'est
je suis passionné de freestyle, comme tu le sais, comme Ben le sait. Et donc, je suis devenu producteur des freestyle moto. De ça m'a entraîné à rencontrer les gens de Red Bull qui m'ont embauché pour créer le Straight Rhythm, les nouveaux shows Imagination. Je suis toujours promoteur du championnat du monde d'enduro extrême avec la Tennessee Knockout, TKO. Que je les ai quittés. J'ai quitté les gars de Red Bull il y a 5 minutes en disant j'ai un podcast au Québec. Ciao. 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 Et voilà. On est big. C'est bon pour l'ego. Oui, mais j'avais pas de rendez-vous avec vous. J'avais un rendez-vous. Donc, il faut être responsable. Et puis, la chance d'avoir plutôt fait du bon boulot et puis c'est toujours, il faut attraper les opportunités. Oui. Vraiment, mais c'est comme tu dis, ça t'a été une opportunité, puis tu étais, je pense, à la bonne place au bon moment. Et tu as vraiment été le lien, finalement. Tu parlais de l'Europe et des supercross en Europe, Paris, Milan et tout ça. Puis c'était vraiment toi le go-to guy pour ces événements-là, qui n'avaient pas nécessairement les contacts pour appeler chaque pilote international. S'il voulait amener des gros noms, il devait avoir une personne ressource sur le terrain aux États-Unis qui connaissait personnellement les pilotes et qui facilitait l'espèce de transaction, si tu veux, et le deal, finalement. Ouais. Le fait que, tu vois, dans ma carrière, parce qu'on arrive quand même un petit peu au bout, bien que il y a encore quelques années, mais avec tout ce qui s'est passé, on ne sait pas trop où on va. J'ai distribué de ma poche, via mes clients, 40 millions de dollars américains aux pilotes professionnels. Donc, et je pense pas qu'il y en ait un qui n'ait pas eu $1 qu'il méritait, si tu veux. Donc tout ça fait des choses qui font que on est assez fiers de ce qu'on a fait, parce que il y a tellement d'histoires de promotion et les pilotes sont pas payés, toutes ces choses-là que moi j'ai eu la chance, on m'a brûlé une fois. Je ne citerai pas la course, mais j'ai payé tout le monde parce que j'avais la sensation qu'il fallait que je fasse ça pour continuer ma carrière, et ça s'est révélé être un bon choix. Donc, tu as payé de ta poche avec ton argent personnel? Oui, absolument. On a payé les pilotes parce que c'était trop important et on pouvait pas. C'était bon, c'est la vie, hein, des fois. Mais enfin bon, ça s'est passé une fois en 30 ans, donc je vais pas dire que c'est du courant. Mais une des choses que je fais en numéro 1, c'est de préserver l'opération. Il faut absolument que les pilotes soient protégés, que tout le monde va être payé. Et ça, c'est vraiment, je dirais que ça, c'est la première chose à faire. Et la deuxième chose, c'est la sécurité. Après, c'est surtout surveiller qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Parce que de temps en temps, on travaille avec des gens qui sont tous charmants, mais ils se rendent pas compte des risques que des gens comme Ben prennent. Donc ça s'est jamais passé au Canada, mais dans d'autres pays, j'ai été obligé de dire non, on peut pas faire les choses comme ça. C'est pas sérieux. Donc, c'est ça. Mais en parlant de Ben, je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous êtes rencontrés? Bon, alors, ça fait tellement longtemps, c'est pour ça, Ben est jeune, mais est-ce que vous en souvenez? Moi, je m'en rappelle, en tout cas, Eric, mais vas-y, conte ta version de l'histoire. C'est drôle, Ben, je crois qu'il était venu à Genève en 2000, quelque chose comme ça. On s'est rencontrés avant ça. Avant. On s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans les Arena Cross. Oui, on s'est rencontrés dans les Arena Cross. Ça fait tellement longtemps. Là. Toi et Mike Mason. Oui, exact. Ouais. On s'est rencontrés dans les Arena Cross parce que j'avais vendu ma boîte. J'avais vendu l'US Open au groupe qui avait toutes les courses. Et j'avais été à l'Arena Cross et on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en 2000 à Fort Worth, c'était ça. C'était le Québécois de service et moi j'étais le Français de service, donc on était obligés de se rencontrer et de devenir amis. Ouais, c'est ça. Cet hiver-là, moi j'avais participé au championnat complet d'Arena Cross et ça m'a beaucoup amené personnellement et tout. Oui. J'ai pris énormément d'expérience parce que c'est vraiment les grosses ligues, là. C'est la coche en dessous de Supercross, si tu veux. Est-ce que c'est l'hiver que tu es parti en motorisé avec ton frère? Oui, c'est ça, avec mon frère. Jean-Sébastien Roy aussi. Non, Alex Langevin était venu. Alex Langevin, c'est ça. Était venu au début dans l'Est et après ça, la dernière portion du voyage, on l'avait fait seul, moi et mon frère, et tout l'Ouest des États-Unis. Et je me rappelle...
à Fort Worth, au Texas, c'était pas une arena comme on est habitué dans l'Est. Là. C'était plus des stades, des mini-stades de rodéo. On avait beaucoup plus d'espace pour la piste et beaucoup plus d'espace pour des sauts. Et évidemment, je faisais les courses. À l'époque, j'étais encore un coureur, mais il y avait le fameux concours de saut à l'intermission. Et là, je me faisais le devoir de me donner au maximum parce qu'il y avait $500 à gagner au concours de saut. Dash for cash. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup d'argent en jeu pour moi là-dedans dans le concours de saut. Anyway, je me donnais et tout. J'avais fait vraiment un bon show ce week-end-là et j'avais gagné et tout. Puis, exact. Tu étais venu me rencontrer. Et puis, suite à ça, je t'avais pris pour Genève, pour que tu viennes à Genève. Et l'année suivante ou l'année d'après, je crois que c'est en 2002. En 2002, tu es un des premiers pilotes du monde à faire un backflip. Ouais, à Genève. Et là, on t'a fait un pont d'or, je me rappelle, on t'a envoyé un avion privé. Non, pas vraiment, mais j'étais allé avec Jean-Sébastien, j'avais un bon mentor. Exactement. Jean-Sébastien m'avait appelé, il me dit Ben, fais un backflip et tu nous as fait 80% d'un backflip. Ouais, 90%. Et on t'a payé à 100%. Ah, c'est cette fois-là que tu avais crashé et que tu étais revenu avec un bras cassé. En tout cas, on l'avait raconté là, avec Jean-Sébastien, cette histoire-là. C'était extraordinaire. C'est un des moments les plus... c'est quand même dingue, je te le dis. Je vais pas pleurer parce que mais c'est un des moments les plus intenses de ma carrière. Ouais, moi aussi. Dans quel sens? Dans quel sens, Éric? Voilà, si tu veux, le backflip à l'époque, il y avait Mike Metz, il y avait Carriard qui venait de le faire, Mike Metzger et Ben. En gros, c'était ça. Hein. Il y avait quelques pilotes. Il y avait un pilote au Québec qui l'avait fait et tout, mais c'était vraiment marginal à l'époque. Et c'était un gros événement, Éric, là, que tu m'avais amené. C'était le championnat du monde de Supercross à l'époque, Genève. Et c'est 2002, c'est ça, à l'automne 2002, novembre 2002, je crois. J'avais un 2003 à l'époque. Tu m'avais fourni un KX 2003, mais c'était la fois où j'ai vu pour la première fois Jeremy McGrath rouler. C'était sa dernière course. Il roulait sur la KTM. Il roulait sur la KTM. Et c'était sa dernière course avant qu'il prenne sa retraite. Oui, exactement. Parce qu'après ça, je pense qu'il y avait la ronde pas Amsterdam, mais... Oui, on avait fait une course à Arnhem. Je ne sais pas s'il avait fait celle-là. Non, je crois qu'il avait eu des problèmes et que c'était une période tumultueuse de sa vie avec cette moto-là. Donc, tu arrives et on part aux essais et bon, c'était une tension comme je ne me rappelle pas. Et pourtant, j'en ai vécu. Hein. J'ai vécu les doubles backflips et tout. Mais le tien, c'était le premier bébé. Hein. C'était le bébé qui fait mal. Et tu l'as crashé. Oui, j'ai fait une rotation et tu sais, à l'époque, écoute, on comprenait pas encore comment fonctionnait une rotation, le flip et les trucs techniques. Il y avait beaucoup d'improvisation et on espérait atterrir sur les deux roues ou s'en tirer à un morceau. Et je t'atterris. La technique n'était pas à point encore. Non, vraiment pas. Et je t'atterris sur la roue d'avant. Ouais. Et j'ai passé par-dessus le poignet comme ça, puis j'ai fait la crêpe après. Donc, tu avais trop tourné. Ouais. Non, pas assez. Il m'en manquait un petit peu. C'est la seule fois de ma vie, dans toute ma carrière, où un stade qui avait 20 000 places, il n'y avait pas un bruit. On aurait pu entendre une mouche voler. Je veux dire, quand tu as démarré ta moto, c'était... Je vais dire, on avait tous peur, y compris toi. Ah oui, évidemment. Je n'avais pas eu une très bonne nuit la veille, je peux te le dire. Et je savais pas ça, que ça s'était mal terminé. Je savais que tu avais fait un accident et que tu étais allé à l'hôpital et tout, mais je savais pas que c'était pour le premier backflip. À un événement comme ça. Est-ce que tu l'as réengagé par la suite, Éric, pour faire des backflips? On n'a jamais eu de problème. Si on ne s'est pas retrouvé, je ne me rappelle pas exactement parce que si tu veux, l'événement était d'une telle dimension entre le championnat du monde et Ben qui fait le backflip que ce qui s'est passé après, je ne me rappelle plus. C'est pas aussi exceptionnel. Mais la QV 2002 du Supercross de Genève, championnat du monde de Supercross, Ben Milo backflip, c'est quand même quelque
quelque chose qu'on aura du mal à oublier. Et on ne veut pas l'oublier d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai que cette année-là, c'était quand même relevé comme calibre. Pour les courses, il y avait Chad Reed était là, je pense. Absolument. Avait, on en parlait avec Chad la semaine dernière, ce qui vient à Paris avec moi la semaine prochaine. Retour de Chad Reed. Chad Toutou, ça fait 22 ans qu'on bosse ensemble aussi. Donc, tu vois, tu n'es pas le seul. Ouais. Mais il y a une raison pourquoi tu es capable de garder des relations comme ça, des bonnes relations à long terme, vraiment. Cette anecdote-là, je l'ai déjà contée dans le podcast. Concernait justement ma présence à Genève. Et à l'époque, écoute, j'étais jeune, je savais pas trop. Tu sais, tout le côté business et les cachets à négocier et l'argent, on est rémunéré évidemment quand on va là-bas et tout. Et je savais vraiment pas comment demander comme salaire, comme cachet pour aller faire un backflip là-bas. On t'avait bien payé. Oui, absolument. Mais j'en arrive là. Et là, je savais vraiment pas. J'avais aucune idée. Tu sais, total débutant. Et là, je dis à Eric, Eric m'a dit combien tu aimerais pour venir faire le backflip et tout. Je dis 5 000 plus mon billet d'avion. Il me dit, écoute, on avait prévu 10 000 €, on va te le donner. On avait prévu 10 000. C'est la première fois qu'un promoteur m'augmentait sans que je le demande. On savait que c'était. Et le promoteur, le propriétaire de la course à l'époque, qui est un Suisse formidable, Daniel Pérou, il était un grand fan de toi. Et donc, il avait eu aucun problème. Il m'avait dit non, ça, c'est un truc, ça le tenait à cœur. Ça le tenait à cœur. Mais c'était pas cher comparé à Mike Metzger. Qui me cherchait beaucoup plus. Oui. T'as pas le même nom. Mike Metzger nous avait fait quelque chose de lui de beaucoup plus violent 2 ans après. Il était revenu parce qu'on avait pu. Si on parle de backflip, on avait commencé avec Ben, avec toi en 2002. Après, on a fait un break. Je crois que c'était en 2004 que Matt a réussi son premier backflip à Genève, Matt Rebaud, le Suisse, là, que tu connais bien. Oui. Et après, j'avais pris, je crois en 2005, j'avais pris Mike Metzger, qui était venu pour nous montrer comment on faisait. Et Mike Metzger s'était explosé. Ah oui. Vraiment grave. Et il s'était, je vous fais pas de dessin, mais il s'était mis le repose-pied entre les jambes à la chute. Et des repose-pieds bien coupants et tout ça. Donc, il y avait eu pas mal de travail de reconstruction, là. Ouais. Non, c'est un très, autant ta chute avait été un drame d'1 minute parce que tu étais tout de suite sur tes pieds et que on en avait tous rigolé ensemble, mais que scène de Metzger, c'était une semaine d'hôpital, si tu veux. Donc, il y avait eu du travail. Je peux même pas raconter les détails. Wow. Mais ouais, c'est cette fois-là, Eric, je vais m'en souvenir toute ma vie de cette anecdote-là. Et je pense que ça en dit long. Sur toi et tout ça, donc voilà. C'était très apprécié. Encore une fois, merci. 20 ans plus tard, je veux te remercier personnellement. J'ai une question qui me titille, en fait. On se connaît pas beaucoup, Eric. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de toi. J'ai souvent entendu parler de toi. Tu me sembles être une personne très humble, malgré là, tous les trucs vraiment extraordinaires que tu as fait. Je me rends compte que tu as propulsé plusieurs carrières, dont celle de Ben. Je pense que c'est un peu toi qui l'as mis sur la map internationale. Ça fait quoi en tant que promoteur de savoir que, bon, tu sais, faire une course, que ça fonctionne bien, c'est tel que tel, mais de permettre à des jeunes athlètes comme ça de propulser leur carrière internationale, j'imagine que ça doit faire un petit velours et que toi, tu dois t'en souvenir de ces athlètes-là. Non, absolument. Je veux dire, et puis c'est tout. Ça a toujours été par plaisir. J'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit des pilotes. C'est toujours été pour la passion, si tu veux. Quelque part, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde de la moto qui auraient rêvé d'être aussi bons qu'un Ben et qui le sont moins. Alors, où tu peux partir frustré, où tu te mets dans un niveau où, par exemple, tu deviens mécanicien de pilote, ou tu deviens promoteur ou autre, et tu fais partie de l'équipe l'équipe des champions, et puis tu aides
tu aides les gens à fonctionner, parce qu'en fait, c'est ça, on a besoin de tout le monde. Je veux dire, quelque part, le pilote, le champion, c'est la partie la plus importante de la compétition, mais c'est seulement la partie visible de l'iceberg. Il y a 90% sous l'eau qui sont des gens qui travaillent, et il y a des équipes. Moi, j'ai le plaisir de construire des événements, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, la cerise sur le gâteau, c'est de travailler avec les pilotes. Tu vois, moi, j'étais lundi dernier à Nitro Circus à Daytona avec mes amis Chini et puis Adam Jones, et on a passé une soirée fabuleuse. C'était que des bons souvenirs, et on parlait plein d'histoires comme on l'a vécu avec Ben. Ouais. Avec Chini et le double backflip, on a un peu serré les fesses là aussi. J'avoue que pour serrer les fesses, mon trio, c'est Ben, Chini et Strong et Jacko avec le front flip. Parce que Jacko, le front flip, ça fait serrer les fesses, toujours. Hein. Ouais, j'imagine. Mais là, tu m'ouvres la porte, Éric, pour parler des pilotes, là, toi, tu as eu accès aux stars des stars du bord du motocross, des pilotes qu'on a regardés quand on était jeunes, comme Travis Pastrana, Mike Metzger, Jeremy McGrath. J'aimerais ça que tu nous parles, ou tu as des anecdotes justement de Jeremy McGrath, parce que moi, c'est un pilote, je pense que c'est le pilote qui m'a le plus influencé quand j'étais jeune. Dans les années 90, il était pas mal au top de sa carrière, et je le voyais dans les films Terra Firma, Fox et tout ça, et je le voyais à quel point c'était pas un pilote qui avait peur d'aller à l'international faire d'autres courses comme à Paris ou en Italie ou peu importe. Je trouve que ça a changé beaucoup maintenant. Les pilotes sont beaucoup plus conservateurs et ils restent aux États-Unis beaucoup plus. Absolument. Les gros noms, là, les tops des tops. Mais McGrath, je trouve que ça a été une des choses qui a été tellement populaire à l'international, le fait qu'il n'avait pas peur d'aller se déplacer, d'aller dans d'autres pays. Là. Non, Jeremy était extraordinaire. Je connais Jeremy par un peu encore 10 ans plus tôt que toi, parce que j'ai connu Jeremy en 90, et je l'ai emmené à Paris où il a gagné son premier Supercross. Donc, si tu veux, il a fait un effet extraordinaire, parce qu'il y avait deux Supercross à Paris. Il y en avait un à Bercy et un au Stade de France. Et il a gagné celui du Stade de France. Suite à ça, tous les yeux étaient tournés vers lui. Il avait battu Stanton, il avait battu Jean-Michel Bell et tous ces gens-là. Donc, c'était à partir de ce moment-là, comme on dirait en anglais, il never looked back. Tu vois, c'était toujours, il gagnait. Et puis bon, on est restés très amis. Un grand champion, je veux dire. Je lui ai organisé sa course. Il a voulu organiser une course en 2007, un Jeremy McGrath Invitational. Ouais. Bon, malheureusement, il m'a pas écouté, et je lui avais bien dit, pense à être pilote et pas promoteur. Et il avait la tête dans les deux. Et finalement, il est passé par-dessus le guidon et il s'est abîmé un petit peu. C'est toujours ça, tu comprends bien ça, qu'il faut, il y a un moment donné, tu sais, quand tu fais des shows et tout ça, c'est ce que j'explique à tous mes amis pilotes. Il y a un moment donné, c'est donnez-moi les clés. Arrêtez d'être, tu vois, avec Tyler, là, Tyler Behrman, quand on a fait Imagination, je dis, allez, c'est bon, maintenant, tu es là pour gagner la compétition, tu n'es plus là pour l'organiser. Ouais. Hein, c'est toujours un virage difficile à faire, parce qu'on aimerait bien être capable de faire tout en même temps, mais l'implication mentale de ce que tu fais, ce que font les pilotes de Supercross et tout, est telle que je pense qu'il ne faut pas penser à autre chose. Il faut, quand tu démarres ta moto, il faut être à 100% avec la moto, et pas penser à est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais envoyer un message sur social media, un truc comme ça. Non, il faut être vraiment à 100% avec le sport qui t'attend. Oui, absolument. Et je pense que la course que McGrath, sa propre course qu'il avait organisée, que tu avais organisée finalement à Los Angeles, est-ce qu'à l'époque, il y avait des rampes de freestyle sur le circuit? C'était la première fois. C'était la première fois que tu intégrais des rampes de freestyle dans une piste. Dans une piste de motocross, c'était jamais vu, là. Exactement. Non, mais c'est un truc d'ailleurs qui m'a toujours tenu à cœur et que j'ai toujours voulu faire. Je l'ai refait après en Australie, parce que la fédé australienne nous a laissé faire, mais il y a beaucoup de fédérations qui te laissent pas faire ce genre de choses. Mais d'avoir des rampes de freestyle, des rampes, c'est mieux que des bosses. Hein. Si un jour vous venez en Floride me voir, j'ai un terrain à 10 minutes de chez moi, à moi, où j'ai une demi-rampe de freestyle, parce que c'est tellement mieux de sauter du métal que de sauter du sable.
sable. Mais bon Dieu, on dirait quasiment une invitation, j'aime ça. Ouais, Absolument, mais, on a de la place. ouais, mais c'était quelque Prends chose. des C'est notes, vrai. Ben. Ouais, mais c'est vrai qu'ils l'ont fait aussi en Australie, comme tu dis, pour la série, comment ça s'appelait? Le Oz Open, le Australian Le Open Australian Open. que j'ai aidé à construire il y a 7 ans de ça. Voilà. Donc, Ouais. et Et c'était super, la finish line, mais malheureusement, on avait justement, on parlait de moments, donc Ben Millot qui fait le premier backflip à Genève. Après, bon, il y a le double backflip qui reste un truc toujours émouvant. Et le premier front flip avec Jacko Strong à, à Lowe's Open. Et là, c'était dans un petit stade sur la taille de Bercy, donc un arena cross, et Jacko qui arrive en fond de 3 dans le couloir moi j'étais avec Ricky Carmichael qui était aussi faisait partie des invités, et tous les deux on avait du mal à regarder. On croyait, j'étais là avec Ricky, c'est pas possible, et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Parce qu'il faut que tu expliques, Eric, il y a des pilotes maintenant qui font les front flips, mais avec une espèce de truc balancier à la fin de la rampe, un morceau qui fait en sorte que ça l'aide la moto à partir de la rotation. Mais lui, il a toujours fait sans tricher, finalement, sans avoir cette espèce de... Je pense qu'il fait partie de... Il y a moins de 5 pilotes au monde qui font le front flip. Donc, c'est une rampe standard. Là. Ouais, sans assistance, parce qu'après, on appelle ça les cheater ramp, mais j'aime pas trop le mot parce que, quelque part, tu es toujours la tête en bas à 20 mètres de haut. Ouais, absolument. Tu l'as jamais fait, ça? Non, ça, pour moi, c'était à la limite. Ça m'intéressait pas. Puis c'est pas quelque chose... Mais tu aurais pu le faire en cachette, puis dire que c'était bon. Non. Mais Jacko Strong, il était un des rares à le faire sans mécanisme, justement, pour faire flipper. Ouais, j'avoue que ça doit être un moment assez... Non, tu sais, comme les gens qui savent faire de la moto, comme toi, qu'il y a toujours ce moment où au décollage où tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais que chaque fois que j'ai vu Jacko, j'ai dû le voir le faire 20 fois, et chaque fois qu'il décolle, les premiers mètres où il est parti normalement, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire là? Et le fait qu'il pousse sur le guidon et qu'il part et oh là 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 là, c'est hallucinant. Hey, Eric, je veux qu'on parle de ton premier gros événement que tu as produit toi-même, justement. Tu parlais, t'en as glissé un mot, le US Open de Supercross. Et ça, c'est un autre événement qui m'avait marqué beaucoup aussi. À l'époque, ça se passait à Vegas. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien sûr, c'est très simple parce que c'est un petit peu une synergie de tout ce qu'on a dit. Toutes ces courses internationales que j'ai fait, et principalement avec Jeremy. Et Jeremy était le premier à me dire Eric, pourquoi tu fais pas une course comme ça aux États-Unis? Et j'étais déjà arrivé à la conclusion que toutes ces courses étaient magiques par rapport à l'endroit où on les faisait. C'est-à-dire que c'est clair que Paris, Barcelone, Genève, c'est des endroits qui sont magiques. Même s'il n'y a pas une course de moto, c'est des endroits qu'on a envie de connaître. Donc il fallait déterminer la ville. C'est le moment touristique, je te coupe parce que je vois Andréane qui est là puis qui acquiesce. Hey, je suis sur le bord d'aller chercher mes valises puis mon passeport. Elle veut partir. Surtout après 2 ans sans voyager. On fera un podcast de géographie, parce qu'on je crois que j'étais dans 70 pays et certainement 60 pour la moto. Donc, on a pas mal bourré. Mais c'est fou, c'est complètement, c'est un rêve, tu sais. Puis je fais une petite parenthèse. Tantôt, tu disais, toi, tu avais 2 rêves, travailler dans le monde de la moto puis partir aux États-Unis. Mais je pense que tu as comme amené ton rêve à un autre niveau en ajoutant faire le tour du monde grâce à la moto, tu sais. Ah oui, non, c'est sûr. Je t'ai dit, j'ai vraiment grateful, comme on dit. Je suis vraiment, je sais que les Québécois comprennent bien le franglais, donc il n'y a pas de problème. C'est le même ça. Et donc Jérémy me dit il faut absolument pas que tu fasses une course comme ça. Et en 96, ma femme et moi, on était en train sur la route de Los Angeles, et elle me dit allez, mais il faut qu'on fasse une course comme ça. Et je lui dis ouais, il y a un endroit qui correspond à ça, c'est le MGM Grand, mais ils veulent pas de terre, ils veulent pas faire de course de moto. Un an après, il y a Honda qui les a convaincus de faire une démonstration pour Jeremy, de mettre de la terre dans le MGM Grand pour faire 2-3 bosses pour que Jeremy fasse une démonstration de la nouvelle CR Honda.
Et tout ça ajouté, ça m'a mis le feu et je suis parti au MGM pour leur vendre le projet avec des VHS tapes de Ouais. Paris et de Genève en leur montrant ce que l'on faisait ailleurs. Et l'histoire a été sympa avec moi parce qu'ils ont accepté de le faire. Et c'est une longue histoire. Hein. Allez jeter nos Québécois qui sont anglophones, qui lisent l'anglais. Il y a une histoire de 10 pages sur RacerX qui raconte tout ça en détail, parce que c'est vraiment une longue histoire. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, Steve Matthes, un Québécois, pas un Québécois, mais un bon Canadien, il a fait un travail extraordinaire pour raconter ça. Donc voilà, en fait, on a créé une course européenne aux États-Unis, au MGM Grand. On a eu des moments extraordinaires. J'avais amené dans le sens inverse, j'avais amené Edgar Toronteas, qu'on n'avait pas beaucoup vu aux États-Unis. On a fait des shows avec Carrie Hart, avec Edgar Toronteas. Ouais. C'était incroyable. Avant qu'on se connaisse, tu vois. Donc, ouais, mais c'était vraiment, moi je m'en rappelle comme si c'était hier parce que c'était la première fois, je crois, qu'on voyait Edgar Toronteras qui était qui commençait à être vraiment populaire aux États-Unis. Et là, il venait affronter Pastrana. Exactement. C'était comme le choc un peu européen contre les. C'était vraiment unique. Il y avait vraiment la flavor européenne de cet événement-là. On avait élevé le show, la zèbre, tous ces trucs-là que pour nous, c'était normal. Mais aux US, il y avait juste le National Anthem et puis des avions qui passaient au-dessus. Ça s'arrêtait là, si tu veux. Là, on avait amené à un autre niveau. Donc, c'est une très belle aventure. Je vous dis, on pourrait faire un podcast de 2 heures rien que pour ça. Donc, je vais vous épargner. Allez jeter un œil sur racerx.com et trouver l'histoire de l'US Open. Si je me rappelle bien, le concept de l'événement à l'époque, c'était une course hors championnat et c'était la course avec la plus grosse bourse ever pour un supercross. C'était ça Et c'est ça qui est le plus drôle. C'est que l'US Open, j'avais mis $300,000 de bourse et américain, hein, pas canadien, c'est beaucoup plus. Et 300,000, j'aurais dû mettre. Et Jean-Sébastien était un des premiers que j'avais invité à venir et malheureusement ça s'était mal passé pour lui parce qu'il s'était mis un mur dans la tête. Donc il avait passé le premier US Open à l'hôpital à Las Vegas. Donc, mais bon, ça fait partie des risques. Donc l'US Open en 2010 est devenu la Monster Cup et la Monster Cup avait toujours la même bourse. Donc après, ils ont rajouté le $1 million si tu gagnais les 3, et c'était une assurance, c'était pas une bourse en fait. Mais la prime, les $300,000 de l'US Open restent toujours en 2021 la plus grosse bourse de course de moto. C'est quand même incroyable. Et c'est toi qui avais instigé ça? Ouais, c'est moi qui l'avais essayé, c'est ma femme qui signait les chèques, donc je m'en rappelle très bien. Ouais. Mais t'avais eu le support, je me rappelle, de Fox à l'époque, hein, qui était un des commentateurs principaux, je crois. Oui, absolument. Mais la famille Fox et moi, on est très, très amis. Moi, je roulais Fox quand j'avais 20 ans. Et en fait, je suis jamais sorti de ce cercle-là depuis Fox. Fox on le voit au chandail? Oui, tiens, tu vois, exactement. Je crois que je porte du Fox tous les jours, toute ma vie. Donc, c'est une belle aventure avec Fox également. Quand j'étais dans les Arena Cross en 2000, quand j'avais rencontré Eric, j'avais demandé à Eric qui était dessus, je cherche un commanditaire de vêtements et tout. Il dit ouais, j'ai quelqu'un, va chez Fox. J'ai appelé et tout, ils t'attendent. Je m'en vais chez Fox. J'étais accueilli comme un roi. Ils m'ont déroulé le tapis rouge. Et je suis reparti avec à peu près pour $10,000 de vêtements, d'équipements, de casques, de bottes. Ça a bien changé. Je peux te dire qu'on a vécu des belles époques là. Mais c'est vrai. Ça a été. C'est encore là pour un kit de motocross. Fox, c'est le top du top, tu comprends? C'est une marque iconique, là, comme on peut dire. Et d'aller là et de juste voir leur bureau, c'est immense. C'est vraiment, vraiment les. T'avais été, je me rappelle de ça, mais donc tu avais été à San José, à Morgan Hill.
Ouais, je pense que oui. Ouais. Ouais, à côté de San José, ouais. Parce que Ouais, tu te baladais. C'est à l'époque où on est tous, on se balade. Hein, Ouais, ouais. que tu avais fait toi, moi je l'avais fait 20 ans avant. J'avais été voir quand je suis arrivé en Amérique du Nord, j'ai été voir tout le monde. Et puis c'est comme ça que tu crées des relations. Hein. Il faut rester humble, mais il faut rester social aussi. Il faut aller voir tout le monde et rester ouvert. J'avais été super bien reçu. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, il y avait une personne qui s'occupait du marketing pour le freestyle. Le freestyle débutait. Il y avait une personne, évidemment, qui s'occupait du marketing pour les coureurs de motocross. Et là, je suis arrivé là et les gars ne savaient pas trop comment me catégoriser. Es-tu un gars de course? Es-tu un gars de freestyle? Parce qu'à l'époque, je faisais encore les deux. Les deux. Là, il était vraiment mêlé et tout. Puis, tout ça pour dire que. Wow. Ouais, puis avec Mike Mason, qui est devenu un ambassadeur de Fox également, avec qui on rigole encore. On était il y a 2 ans ensemble avec Mike. On a fait les X Games en Chine. Et moi, j'étais l'organisateur et lui, c'était le responsable de la télé. Donc, tu vois, on a tous réussi à tenir un petit peu, à rester à flot. Moi, je suis curieuse, Éric, de savoir, parmi tous les beaux moments que tu as vécus, et j'ai l'impression qu'il y en a eu plusieurs, si tu avais à en choisir un qui t'a marqué particulièrement. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. C'est un peu comme les pays que j'ai, on me dit quel pays que tu préfères. Et c'est difficile, oui. Ouais, c'est difficile parce qu'il y a tellement de très bons moments que les mesurer, je pense que si tu es sur ton lit de mort, tu peux peut-être les mesurer. Mais là, je vais essayer de rester loin de ça. Non, mais tout ce qui a été vécu, les courses européennes, particulièrement Genève, parce que c'est une course où j'avais énormément d'influence et de contrôle, et on a pu faire des trucs extraordinaires, comme ce qu'on a fait avec Ben, mais on l'a fait plein de fois. Première fois qu'on a eu un front flip en Europe, j'ai amené Jacko la première fois qu'on a fait un double backflip, c'était Chigny. Genève, c'était mon bébé, et j'espère que ça repartira, mais je suis pas trop convaincu que ça va repartir. Les temps sont vraiment difficiles. Hein. À cause de la COVID ou? Oui, le contexte, c'est un peu comme ce qu'on a fait à Montréal. C'était entre le fait que c'est difficile et que le COVID est arrivé, ce qui est difficile est devenu encore plus dur. Mm-hmm. Ce qui est difficile est encore plus dur. Donc c'est triste. C'est triste. C'est triste, c'est triste. À côté de ça, plein de super bons souvenirs, le plaisir de vous retrouver, tout ça, je me rappelle mon premier meeting avec Gestev à Québec, je disais, Ben, il faudra qu'il soit là, et bien sûr, et ça s'était super bien passé. Non, c'est un grand merci à toute l'équipe de Gestev pour nous avoir permis de faire ça, parce que ça a quand même été un bel événement québécois. Oui, parlons-en, Éric. C'était sur ma liste de trucs à jaser avec toi. Évidemment, à chaque fois qu'on parle du légendaire Supercross de Montréal, à l'époque qu'on appelait le Super Motocross de Montréal, on a toujours plein de réactions parce que les gens, c'est un événement, ça nous manque et il y a plein de souvenirs, évidemment, qui ont été faits là, à Montréal avec plein de pilotes et des gros noms aussi. Tu sais, j'ai Brian Swing qui me revient en tête rapidement comme ça. Brian Swing qui était ancien... John Dowd. John Dowd et tout, et plein de pilotes québécois, évidemment. Mais là, l'événement se termine en 2016, je crois, avec Pierre Corbeil et tout, et j'étais présent. Malheureusement, l'événement ne revient pas. Et là, Gestev décide de reprendre le flambeau 5 ans plus tard. Et appelle, évidemment, la personne qui est la mieux placée pour s'occuper d'un événement de ce genre-là, Éric Perrenard. Et là, nos chemins se recroisent à Montréal 10 ans plus tard. Et là, tu t'occupes de cet événement-là qui n'était pas évident. Moi, c'est ça que je dis souvent, c'est qu'un événement de cette ampleur-là, c'est pas quelque chose qui est facile à ramener comme ça au goût du jour et de revenir au niveau qui était il y a 10 ans ou quelque chose. C'est tellement un gros bateau à manœuvrer. Et ce que je trouve malheureux, c'est que tu n'as pas eu assez de temps pour vraiment rendre justice à l'événement. En 2 ans, c'est impossible.
Exactement. Je te cacherai pas que au début de la conversation avec Gestev, je les encourageais à voir plus petit, mais ils avaient vraiment envie de réveiller cet événement. Et par rapport à la culture, comme j'ai toujours dit, il y a une chose que je ne sais pas quand je vais dans un pays, c'est la culture du moment. Et, et comme je dis souvent les choses, moi je sais pas comment vendre des billets quand j'arrive en Argentine, je sais pas comment on vend des billets des Argentins. Donc cette partie-là, je la laisse toujours aux gens du coin. Les gens du cru sont ceux qui savent. Et j'avoue que Gestev m'avait bien convaincu que c'était la meilleure idée d'aller à Montréal. Quand j'ai mis les pieds à Québec en janvier 2015 ou quelque chose comme ça pour préparer le projet, moi je voulais faire un arena cross quelque part. Je pensais que le redémarrage du supercross au Québec, il fallait commencer plus petit. Il fallait être dans une grande arena ou un peu comme on a fait à Fort Worth, tu sais, dans des arènes pour les chevaux. Et l'équipe m'a dit non, we're going big. On va pour du gros. Je lui dis bon, bah, pas de problème, ça me fait pas peur parce que j'ai l'habitude, j'ai géré assez de gros événements comme ça. Mais il y a une chose qui a changé les 10, 15 dernières années. Les fans, c'est plus pareil. Il y a tellement de choses, on est tellement en concurrence avec d'autres choses aujourd'hui. Quand tu as commencé ta carrière, quand j'ai commencé la mienne 15 ans plus tôt, le motocross, le supercross, le freestyle, c'était les choses les plus excitantes qu'on puisse connaître et qu'on puisse avoir accès. Et puis, depuis 10 ans, il y a tellement de choses qui se passent que je pense on reverra, à mon avis, on reverra pas des Supercross de Montréal avec 80 000 spectateurs. Si tu veux, ça, c'est des choses qui sont des choses du passé. C'est l'accessibilité aussi, grâce au web. Maintenant, on peut avoir accès à n'importe quelle course, n'importe où dans le monde, dans le confort de son salon, puis ça va coûter bien moins cher que d'y aller sur place. Avant, on voulait voir Ben Milo faire un backflip, on n'avait pas le choix d'y aller. Tu me voles les mots de la bouche. J'allais te dire exactement la même chose. Ouais. Tu vois, sinon, c'est exactement ça. Je veux dire, avant, maintenant, tu veux voir un double backflip, tu fais YouTube double backflip, et puis tu as tous les mecs, tu peux les voir. Mm-hmm. Donc, non, les choses ont changé. Il y a plein de côtés. Il y a des choses superbes qui en sont sorties. Regarde, on fait un podcast, c'est génial, tout le monde pourra le regarder. Mais c'est pas aussi captif que c'était avant. Et je vois avec Paris, c'est pareil. On est arrivé à un point au Supercross de Paris où on faisait 4 jours d'affilée. On vendait le premier jour, on ouvrait la vente des billets pour le deuxième jour. Après le troisième jour, on arrivait à vendre 4 jours d'affilée. C'est incroyable. Aujourd'hui, cette année, on le fait sur un jour. Et j'espère qu'on sera plein, mais j'en suis même pas sûr. Mais peut-être et peut-être que je me trompe en disant ça, j'ai l'impression que peut-être que justement la COVID, le fait que les gens ont été confinés, qu'on va plus voir de spectacles, qu'on va plus voir d'événements, on voit presque plus nos voisins, peut-être que ça va donner envie aux gens de retourner dans les événements puis que ça va comme donner un second souffle aux événements. Je suis d'accord avec toi, Andrea, mais je pense qu'on n'a pas déterminé exactement le timing de ça. Oui, c'est ça, on sait juste pas quand. Je pensais ça aussi. Et les ventes de billets des événements que j'ai gérés cette année n'étaient pas aussi bonnes qu'on pensait qu'elles ne seraient. Okay. Si tu veux. Et par exemple, en France, la France qui est mon pays de natal, l'année dernière, le Covid a commencé en mars. Quand il y avait des événements en septembre, ils étaient pleins instantanément. Mais instantanément. Et un an plus tard, les mêmes événements font moins de ventes de billets qu'il y a un an avant. Oh, ouais. Donc, il y a un malaise. Il y a un malaise j'espère que c'est différent pour vous au Québec, mais moi, ce que j'ai pu voir, il y a une sorte de malaise. Les gens ne savent pas s'il faut y aller, si… c'est vrai. Et une crainte aussi qui s'est installée, je pense, de se retrouver. Moi, la première, là, je ne suis pas demain matin que j'irai au Centre Bell me retrouver avec plein de gens. On dirait Exactement. Il y aurait comme une certaine angoisse. Sans y penser, on se pose des questions. On se pose des questions. Et là,
moi, je sais que j'ai fait pas mal de supercross cette année aux États-Unis. Et quand vers la fin de l'année, ils ont commencé à tout ouvrir et qu'il n'y ait plus de gens avec des masques et tout ça, c'était, je dirais, un peu inquiétant. Bon, on s'en sort bien, mais c'était un peu inquiétant. Les gens étaient là, oula, est-ce que c'est trop tôt ou pas? Donc, je pense que oui, tu as raison, mais je suis pas sûr que ce phénomène soit dans 6 mois ou dans 1 an. C'est peut-être dans 2 ans que ça va revenir comme ça, qu'il va y avoir une re-explosion. Là, aujourd'hui, je pense que c'est pareil pour vous au Québec. Dès que tu mets la télé, on parle de Covid. On n'est pas sorti, hein, c'est pas fini encore. Hein. Ouais. Ben, on se le souhaite en tout cas que ça reprenne pour l'industrie en général, pour toi, pour les pilotes. Oui. Un retour du Super Motocross de Montréal avec Éric Peronnard à la tête. Alors j'aimerais bien, un truc que j'aimerais bien faire, ça fait des années que je veux faire un endurocross, qui est un sport que j'ai créé aux États-Unis, donc de l'enduro indoor. Et j'ai forgé une très très bonne amitié avec un Québécois qui s'appelle Dwayne Cabot, qui est de Gaspésie, qui m'avait convaincu de venir le voir au Québec pour qu'on fasse un endurocross dans la ville de Québec. Malheureusement, on n'avait pas trouvé les moyens, les fonds de le faire à un moment donné. Lui, entre-temps, il a monté son enduro extrême en Gaspésie, là, qui s'appelle Battle of Prospectors. Et j'étais le week-end dernier avec notre ami Jean-Sébastien Roy à la finale du championnat endurocross américain où on a célébré la Canadienne Shelby Turner, qui est devenue une fois de plus la championne d'endurocross femme. Ouais. Et il faut qu'on fasse un endurocross avec du freestyle au milieu. Ben oui, absolument. Voilà. Absolument. Mais Eric, ça n'arrête pas là. Là, tu vas trop vite pour les gens là, parce que un autre projet que tu as démarré après l'aventure du US Open, mon gros événement majeur, tu as dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, tu as dit, pourquoi pas amener une course d'endurance, une course qui a lieu dans des sentiers à l'intérieur, à Vegas. Oui. Encore. Un autre projet de fou, là. Un autre projet de fou complètement. Aux États-Unis, tu sais, l'endurocross, c'est pas là que c'est le plus populaire sur la planète, je pense, l'endurocross, mais tu as eu quand même l'audace d'amener ça à la flavor un petit peu Vegas spectacle. Là. Et d'ailleurs, avec des gars comme John Dowd qui ont été Ryan Hughes. Marco Dubé. Oui, Marco Dubé. Avec Marco, je me rappellerai toujours. Marco, j'étais sur la ligne de départ et je lui dis, Marco, je te le dis en anglais, slow down to go fast. Il m'a regardé bizarrement et il était par terre. Au 12e virage, il était par terre. Je lui dis, Marco, il faut te ralentir. C'est pas du motocross. Parenthèse, avant d'aller dans le sujet de l'endurocross, Marco Dubé, qui avait participé au US Open, je crois, qui avait même remporté une course. 4 temps. Oui, exact. À l'époque, parce que ça, c'est aussi une de mes petites. Ça, j'avoue que d'avoir créé le premier Supercross 4 temps à l'US Open, ça. N'arrête pas, c'est une chose après l'autre, Andréane. Une autre affaire qu'il a créé, la première course en 4 temps, innovateur, visionnaire. Non, mais que serait le motocross sans toi, Eric? J'ai comme l'impression que ça ferait dur si t'étais pas dans le décor. Non, il ne faut pas exagérer, si tu veux. Non, il y a pas mal il y a d'autres trucs, mais c'est vrai que ça, c'était quelque chose. Parce que quand j'ai dit, je vais organiser une course de supercross, 4 temps, tout le monde m'a dit, c'était un idiot, ça marchera jamais, il y aura jamais de 4 temps en supercross. Et là, j'ai été voir les gens, une boîte qui s'appelait White Brother, qui était les frères White, qui avaient une grosse boîte de distribution, qui étaient les passionnés du 4 temps aux États-Unis. Et j'ai été les voir, je leur ai dit, voilà mon idée, si vous voulez pas qu'on fasse ensemble, je la ferai pas. Parce que dans la vie, on est aussi bon qu'avec qui on travaille. Donc, si on choisit les mauvais, on perd. Donc, et là, j'ai été voir ces gens et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, allez, let's do it. Et d'un seul coup, l'Amérique a construit des motos de 4 temps, des motos de supercross 4 temps. Et j'ai eu du pot parce que ça est arrivé à peu près en même temps où Doug Henry a sorti la YZ 400 et tout ça. Et si un jour, je veux dire, quand Ricky Carmichael m'a appelé en 2004 ou 2005 pour me dire qu'il allait faire la saison de Supercross avec une 4 temps l'année suivante, j'avoue que je me suis dit, dis donc, je n'ai pas pensé que j'avais créé autant de problèmes. Tu as créé un monstre, Eric. Oui, exactement. J'en ai créé plus d'un, je pense. Mais c'est ça. Il y avait une catégorie au US Open de Supercross.
ce qui était réservé aux 4 temps, Alors, à l'époque, c'était des 400, 426. Là, je vais peut-être poser... J'ai créé la première course de moto électrique de motocross aussi. Et c'est moi qui ai amené Josh Hill au Straight Rhythm avec l'Alta. Et je suis dans l'électrique à fond. Et s'il y a une chose que je voudrais, my legacy, je ne sais pas comment on dit en français, mais j'aimerais bien que ce soit d'amener de la moto électrique à un bon niveau. Bah, tu avais vu avec quand Matrobo était sur une moto électrique, j'étais pas très loin de ce projet-là. Mais moi, j'ai une question, sans vouloir paraître niaiseuse, là. Puis, je le sais qu'il y a des blondes d'amateurs qui regardent le podcast, là. Fait que c'est pour vous, là, ceux qui, comme moi, connaissent peut-être un petit peu moins ça. Pourquoi que les 4 temps et les 2 temps ne coursent pas ensemble, mettons? Ils peuvent, mais il y a une supériorité technologique aujourd'hui du 4 temps, comme il y a eu à l'inverse. Le 4 temps va plus vite que le 2 temps? Voilà, il y a eu... Et j'ai la chance de travailler énormément dans le milieu de l'enduro, en enduro extrême et l'enduro cross, où il y a encore une guerre de temps 4 temps, mais la majorité des pilotes, eux, préfèrent des 2 temps pour faire de l'enduro. Mais pourtant, ça va moins vite. Il y a des, ça, il faut demander à un expert pilote. Ça tombe bien, il y en a un qui est là. On dirait que Ben s'abstient. On a reçu Guy Giroux au podcast que tu connais sûrement, Éric. Et Guy Giroux préfère rouler en 2 temps parce qu'il y a des caractéristiques qui font en sorte que sur une moto 2 temps, ça va être avantagé versus un 4 temps qui est plus lourd et la courbe de puissance qui est différente. Donc, c'est des trucs vraiment techniques. Donc, voilà le pourquoi du comment. Et en endurocross aussi, le but, c'est pas d'aller à une vitesse de comme. Alors, en endurocross aujourd'hui, c'est tout du 4 temps, parce que c'est devenu comme du supercross. Et ça, c'était une des surprises que Jean-Sébastien a vu avec nous là, le week-end dernier. C'est les 10 premiers sont tous sur du 4 temps. Mais dès qu'ils sortent du stade, ils passent aux 2 temps. Les Cody Webb, les Colton Hacker et tout ça, ils roulent en 4 temps indoor et en 2 temps outdoor. Et là, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à comprendre. Mais moi qui ai beaucoup de motos, j'ai tendance à faire la même chose, à sortir le 2 temps en outdoor et en endurocross, je préfère le 4 temps. Mais il faudra qu'on vienne faire un podcast en Floride. Comme j'ai un terrain d'endurocross et tout ça, j'ai des motos électriques, j'ai un terrain d'endurocross et le plaisir de vous accueillir. Voilà. Wow. J'adore ça. Mais Ben, ça serait peut-être un bon sujet, une bonne question à poser à notre spécialiste de chez Pantera Sport qui nous explique un petit peu les différences peut-être là, concrètes, mécaniques entre 2 temps, 4 temps. Je suis sûr qu'il y aurait une bonne réponse à nous fournir. Absolument. Ouais. Fait que, Éric, Siri, tu as créé, comme on parlait dans du recross, tu as créé un championnat complet avec White Brothers, si je comprends bien, de course intérieure dans du recross. Non, White Brothers, c'était eux qui m'avaient aidé à lancer le Supercross 4 temps, si tu veux. Avec l'US Open. Chaque année, j'essayais d'amener quelque chose de nouveau. Et c'était 2 ans après avoir démarré l'US Open, j'ai dit on va faire une course de 4 temps, parce qu'il y avait une passion pour le 4 temps. Et voilà, on a créé cette course-là qui a été gagnée par plein de pilotes renommés. Et après, 5 ans plus tard, il n'y avait plus que des 4 temps dans l'US Open. Donc, on ne pouvait plus faire une course de 4 temps, il n'y avait que les 4 temps. Oui, c'est vrai. Donc, il aurait fallu refaire une course de 2 temps à ce moment-là. C'est ça. Mais ça revient, le 2 temps revient. Ah, il y a un engouement, je pense. Et est-ce que tu as roulé sur une Alta, toi? Non, j'aurais vraiment aimé la moto. J'ai failli en acheter une. J'avais vraiment le goût d'en acheter. Tu aurais dû parce que grâce au mapping, tu peux pratiquement la même moto est une 2 temps ou une 4 temps. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, hormis le fait qu'en plus, ça ne fait pas de bruit, ça, c'est quand même un énorme avantage pour faire de la moto. Où tu veux, hein, tu peux faire du bruit, mais pour faire de la moto où tu veux, que ça ne fasse pas de bruit, c'est très bien. Je suis sur des gros projets électriques dont je vous parlerai une autre fois. Voilà. Mais là, c'est intéressant, ça! Oui, absolument. Moi, écoute, là, à écouter Éric, je veux prendre une chance. D'après moi, il s'en va dans une course électrique. Il va lancer une course électrique avec des gars qui roulent en électrique. Puis non, mais là, j'ai l'impression que c'est la seule affaire qu'il n'a pas lancée. C'est ça. Non, mais c'est déjà lancé. Hein. Alors là, c'est pas un secret, c'est sur la FIM. Je suis impliqué dans un projet de démarrer un championnat du monde de moto de tout-terrain électrique. Donc, ça a été annoncé au mois de juin. Donc, c'est pas un secret. Je suis déjà dedans. Wow.
maintenant, c'est pas facile. Comme toutes les choses, ça prend du temps. Ça prend des manufacturiers qui font des motos. Hein? Oui, on parle avec. Ça arrive. Pour quelle année les motos, Honda et les autres manufacturiers? Oui, absolument. Toutes les marques ont plus ou moins un pied dedans. Plus ou moins. Mais ils n'auront pas le choix, je pense, à un moment donné, parce que ça s'en va vers là. Donc, ils n'auront pas le choix d'emboîter le pas et de prendre le virage électrique, je crois. Là. Oui, mais ça, on y arrivera. De toute façon, on en aura besoin. Je pense qu'il y a des circuits de motocross qui seront obligés, à un moment donné, ils vont être obligés de fermer ou d'accepter les motos électriques en priorité. Donc, je pense que c'est malheureusement pas, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est une réalité. Je veux dire, on est condamné à ça parce qu'il y a moins de place. Et bon, nous, en Amérique du Nord, au Québec ou aux États-Unis, on a encore un peu de place, mais en Belgique, par exemple, qui était le pays du motocross, il reste plus de deux terrains de motocross. Et je peux vous dire que tous les motocross de Belgique et les pilotes, quand je vais à une course, ils me parlent tous, quand est-ce que tu arrives avec la moto électrique? Parce que le motocross est quasiment mort en Belgique parce qu'on ne peut plus en faire. À cause du bruit, parce que ça dérange les voisins, disons. Et comme on n'est pas capable, malheureusement, de faire des motos silencieuses, et la solution de l'électrique, elle est automatique. Parce que les gens, l'électrique, on ne peut pas faire de bruit. C'est différent. Là, on ne peut pas faire de bruit. Donc, les motos électriques sont silencieuses. Mais dans tous les cas, à venir essayer. Je vous convaincrai en personne. Mais là, sans problème. Oui, absolument. Mais Eric, je veux que tu nous parles de ton projet avec Alta à l'époque. Tu as travaillé sur ce projet-là. Et Alta, c'était le premier manufacturier de motos 100% électrique qui offrait vraiment un modèle de motocross qui était compétitif, qui était sérieux, là, finalement. Oui. Alors moi, j'avais commencé avec Zero il y a une quinzaine d'années où Zero était arrivé avec la première moto électrique. Je leur avais offert une de mes courses à Las Vegas pour qu'on fasse la première course de moto électrique que Jeff Emig avait gagné devant Sébastien Tortelli. Donc, c'était des gens sérieux déjà et tout le monde on avait bien rigolé. Après, Zero était parti dans la moto de route. Donc, moi, j'avais décroché parce que moi, la moto de route, c'est pas mon truc, c'est pas le truc qui m'intéresse énormément. J'aime la moto de route, mais c'est pas ma passion. Et Alta est arrivé, connaissant ce que j'avais fait, ils m'ont contacté et je suis devenu un consultant pour Alta et on a fait plein de choses ensemble. Le Red Bull Straight Rhythm avec Josh Hill, c'est vraiment le truc le plus vibrant un des trucs les plus vibrants que j'ai fait. Et j'ai également amené Alta au Herzberg en Autriche, là, faire le fameux enduro rodéo où le pilote, à défaut d'avoir une bonne moto électrique, s'est perdu. Donc ça fait partie des choses où on peut pas. Mais comment il y avait pour se perdre? C'est une jolie petite histoire. On avait tellement travaillé sur la moto qu'elle avait tellement d'adhérence qu'elle pouvait faire des trucs incroyables. Et quand il y avait un gros bouchon à Herzberg, si vous avez vu les vidéos et tout ça, le pilote américain a réussi à sortir du bouchon en prenant un chemin qui était impossible, mais en prenant ce chemin qui était impossible, il est sorti de la piste et il est parti dans le mauvais sens. Donc voilà, et puis une demi-heure après, la batterie était à plat et puis c'était la fin de la course. Ça, c'est quand même un peu drôle. C'est des choses qui arrivent, hein. On peut pas tout entre le guidon et la selle, il y a toujours le pilote, que ce soit 2 temps, 4 temps ou électrique, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé, Eric, avec cette marque de moto-là qui n'existe plus aujourd'hui, là? Alors, ça a été mal géré, malheureusement. C'était une équipe fabuleuse de Silicon Valley qui était dans un trip Silicon Valley, à savoir que quand on est dans ce coin du monde, il faut paraître plus gros parfois que l'on est. Et je pense qu'il y avait ils n'ont pas assez construit de moto et trop fait de marketing. Il y avait trop de marketing et le marketing, il y avait 10 personnes et tout. Et quand on travaillait chez Alta à Silicon Valley, il y avait 50 employés, mais il y avait que 2 mecs qui construisaient des motos, si tu veux. Donc, je pense que c'était mais à côté de ça, ils sont passés peut-être à 2 minutes d'avoir une grosse compagnie comme Apple ou quoi, leur dire, allez, 100 millions de dollars, voilà, on fait un chèque et tout ça. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Et donc, la boîte a dû fermer.
Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que qu'on appelle ça, les IT, intellectual, la propriété intellectuelle, elle est à côté de chez vous parce qu'elle est à Valcourt. C'est Bombardier qui a tout racheté. Oui, j'en avais entendu parler. Est-ce que tu penses que... Canam, oui. C'est Canam Bombardier qui a tout racheté l'intellectual property. Penses-tu qu'il pourrait sortir une moto électrique il y aura une nouvelle moto électrique qui va sortir très rapidement, je vous rassure. Ça arrive. C'est pas Canam vont sortir une moto. Non, ce sera une autre boîte, un peu comme Alta, qui travaille sur un projet d'une moto électrique extraordinaire. Ah ouais. Eric sait des choses. Eric sait des choses. Ouais, je peux rien vous dire de plus. Non, mais Eric, l'histoire de Canam, la motoneige et tout, là, dans les années. Et là, la moto, le fameux Canam, je ne sais même plus c'était combien de cc, ce truc-là, c'était un monstre, la moto Canam. Et la moto Canam a disparu, le motocross Canam a disparu. Maintenant, 370. La 370 Canam avec un moteur orange. Elle était belle, cette moto. Ouais. Et là, après ça, les side-by-side et les VTT et tout, mais ils n'ont pas la motocross. Ça, à mon avis, c'est un projet pour Ben Millot. Canam, appelez-moi, on va faire ça, une moto ensemble. Non, mais on a déjà notre fils qui est un adepte du électrique, mais lui, il est en 4 roues Morgane, parce qu'il a quand même juste 3 ans, là, mais il est impressionnant. Mettez-le, il faut qu'il roule déjà sur la petite Husqvarna 50 électrique. Là, éventuellement, oui, absolument. Les essayé 2-3 fois, avec les Stay6, ça rouvre les portes vraiment. Moi, je fais beaucoup de coaching l'été avec justement les motos électriques pour les enfants qui n'en ont jamais fait l'initiation. Et c'est vraiment génial parce que c'est des motos qui peuvent contrôler la puissance et tout. Puis ça va vraiment ouvrir les portes, je pense, à une nouvelle. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Moi, j'ai toujours des motos électriques chez moi pour mes amis et pour les blondes de mes amis qui sont pas toujours motardes. Et tout le monde fait un tour de terrain de cross avec une moto électrique. Hein. Il n'y a pas de. Tu te brûles pas, ça fait pas peur et tout. Le plaisir, le nombre de femmes, d'amis qui ont fait des tours de terrain de cross chez moi sur une moto électrique. Je leur dis, mais venez, mettez juste des bonnes chaussures, c'est ce que vous avez besoin. Une paire de gants, un casque et hop, c'est parti. Si tu sais faire du vélo, tu sais faire du motocross électrique. Mais si c'est pas gagné pour faire du motocross thermique. Donc, non, il y a vraiment des choses à faire et je dis avec plaisir de partager à ce sujet-là. Je vous tiendrai au courant. Voilà. Absolument. Eric, écoute, on ne reprendra pas plus de ton temps, on va te laisser, mais juste avant. De toute façon, on va aller te voir en Floride dans pas longtemps, fait qu'on en reparlera. Absolument, au mois de février. Je ne serai pas beaucoup là au mois de février, parce que moi, je voyage beaucoup dans les 2 mois qui viennent. Mais Eric, avant d'y aller, j'aimerais ça que tu donnes un conseil. Il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent qui aimeraient percer dans le motocross et justement. Évidemment, le rêve, c'est toujours de compétitionner et de se faire voir, de rayonner un petit peu partout dans le monde. Ce serait quoi le conseil que tu aurais pour un jeune qui fait de la moto? Le conseil est simple. C'est que du moment, il faut vite réaliser si on a les capacités d'être un Ben Millot ou un Eric Peronnard au niveau moto. Donc, tu vois, toi, tu as vite réalisé que tu avais les capacités de devenir un champion et tu es devenu un champion jusqu'à une conversion maintenant, beaucoup plus tard. Moi, j'ai vite réalisé ça. Je l'ai réalisé à 22 ans qu'il fallait que si je voulais rester dans la moto, il fallait que je trouve d'autres angles que la compétition. Parce que j'ai roulé entre Brock Glover et Jeff Ward et j'ai pu me rendre compte que j'irai jamais à leur vitesse. Donc, il faut savoir accepter tout de suite ses propres capacités et transformer son énergie en comment on fait pour rester dans un monde qui nous passionne et à un moment donné, il faut qu'on en vive. Donc, ça, c'est très important. C'est vraiment de déterminer et non pas de traîner, parce que je pense que l'énergie de la jeunesse qu'on a, si on le fait dans la compétition ou dans la promotion ou dans tout ce qui concerne la moto, il faut la mettre jeune tout de suite. Il faut pas se retrouver à 50 ans en disant « Ah bah tiens, j'aimerais bien faire quelque chose dans la moto ». Ça arrive pas, ce genre de choses. Très intéressant ça, puis c'est applicable, je pense, à n'importe quel sport ou exactement. passion. Il y a la réalité et il y a la passion. Alors, la réalité, c'est est-ce que j'ai atteint un plateau? Est-ce que je peux pas faire? Est-ce que je vais prendre les risques pour aller plus vite ou plus loin? Et si je veux pas les prendre, mettons toute l'énergie dans la passion. Et c'est ce que j'ai fait moi, où j'avais pas le talent.
Mais du sport, par contre, je l'ai mis dans la passion. Et là, j'ai mis toute l'énergie dans la passion. C'est vrai. Et ça a marché. Incroyable. Il est en Floride. Ça marche parce que ça a bien fonctionné. Il est en Floride, Éric. On prend des notes. On prenait des notes, tout le monde, mais c'est vrai, c'est absolument vrai. Et puis moi, ça me rejoint ce que tu dis, Éric, parce que j'ai fait un peu le même constat. À un moment donné, en course de motocross, je me suis rendu compte que j'étais bon en course de motocross, mais je n'étais pas exceptionnel. Et si tu espères avoir une carrière en motocross, il faut que tu sois exceptionnel pour te rendre au plus haut niveau. C'est parce que bon n'est pas assez. Être bon. Et là, tu t'es converti au freestyle. Exactement. Et et c'est ça, il faut savoir, c'est ce que tu sais, souvent on dit, faut jamais lâcher, faut jamais. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi être intelligent et prendre un autre chemin, faire un pivot. Oui. Pour moi, c'était un pivot. J'étais encore dans mon monde de moto, mais j'ai dérivé vers quelque chose d'un peu différent. Ça a fait en sorte que j'ai pu avoir une carrière finalement, ce que j'aurais pas pu faire en motocross. Donc, c'est très important. Là, je pense que le plus difficile, c'est de le réaliser, de l'accepter, puis d'avoir l'humilité de se l'avouer. Tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui est capable de se dire « Je suis bon, mais je serai jamais le meilleur. » Comme Ben il disait, il y en a qui vont tout le temps chercher à se rendre encore plus loin, sachant très bien qu'ils se rendront jamais vraiment plus loin. Il y a beaucoup d'acharnement. Mais c'est vrai, tu as complètement raison, Andrea. Complètement raison. Oui, absolument. Donc, un gros merci encore. Non, tout le plaisir était pour moi. Vraiment, il va falloir qu'on le fasse. C'est tellement d'histoires. Tellement d'histoires. Je suis sûr que les gens qui ont écouté le podcast ils ont apprécié parce que ça a été bien le fun à faire, en tout cas. Avec grand plaisir. Oui. Et puis, un grand bonjour au Québec et aux Québécois. Super. Qui manque bien. Allez. Tu reviens nous voir quand tu veux. Il fait froid un peu, là, mais. En avril. Vous venez entre-temps. Venez me voir avant. Parfait. Okay. Super. Un gros merci. Un gros merci. À la prochaine. Andréane, un gros merci encore pour ce beau podcast. C'était le fun. C'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça parce que c'est toutes des personnes que je connais de nom, mais là, je connais plus de visages et d'histoires. Puis je suis sûre que c'est le cas de plein de monde à la maison là, qui savait c'était qui Éric de nom, mais là, ils connaissent un petit peu plus. Oui, absolument. Et en plus, le bébé a dormi. On a réussi à faire le podcast complet avec le bébé qui dormait. Juste avant d'y aller. Expérience avec les bébés. Juste avant d'y aller, je dois remercier les commanditaires qui rendent possible le podcast. Évidemment, un gros merci à Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DP Racefuel, DL Performance, Silver Wax et Pantera Motorsports. Grâce à eux autres, on peut faire un super podcast sur le merveilleux monde du sport motorisé, de la moto. Donc, un gros merci à ces gens-là. Merci à Éric. La gang, partagez le podcast au maximum. C'est notre paye. OK, les amis. Salut. Ciao. Bye.